Palais de justice de Troyes. Ouverture d'un procès d'assises. Ces hommes et ces femmes sont tous convoqués pour être jurés dans une affaire de viol. Jurés d'assises, une expérience qui marque à tout jamais une vie. Je ne sais plus quelle affaire c'est ce matin. Alors je ne sais plus le nom. C'est un monsieur qui a violé ou tenté de violer une jeune femme. C'est ça, un viol. Oui, mais je voilà, en fait, c'est l'essentiel de la session. Oui, voilà. Je suis quand même un peu tendue, hein, je ne dors pas bien. C'est vrai que ça travaille. Ah oui, ça travaille. Ce que ne savent pas encore ces citoyens ordinaires, c'est qu'ils vont devoir juger un homme qui clame son innocence. Un homme accusé de viol qui reconnaît avoir eu une relation sexuelle avec une femme, mais qui prétend ne jamais l'avoir forcée. Il n'y a aucun témoin, aucune preuve. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Comment des jurés se forgent-ils une intime conviction lorsqu'il y a des doutes sur la culpabilité de l'accusé? Nous avons demandé à d'anciens jurés de nous raconter ce qu'ils ont vécu dans le passé. Eux aussi ont eu à décider si l'accusé était coupable d'un viol ou si au contraire la victime était consentante. On arrive, on a tendance à défendre la victime. Enfin, on va se placer du côté de la victime. Et on a toujours de l'empathie pour elle. Mais il y a aussi, après, le déroulement du procès qui fait qu'il y a des choses qui arrivent, des éléments qui font réfléchir. J'étais assez choquée de voir que donc c'était la parole de l'un contre la parole de l'autre et que à tout moment, ça peut basculer et on peut changer d'avis. C'est là qu'on s'aperçoit que c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, qu'il y a un peu de gris, qu'il faut un peu composer avec tout ça. C'est dur tout court, en fait. C'est dur tout court de se dire, voilà, c'est vrai, ça s'est passé, ça s'est pas passé. Enfin, personne n'aimerait être à notre place, en fait. Être juré est un devoir de citoyen. Impossible ou presque d'y échapper, sous peine d'une amende de 3 750 €. Chaque année, tirés au sort sur les listes électorales, plus de 20 000 personnes sont convoquées sur les bancs d'une cour d'assises. L'homme qui va être jugé aujourd'hui à Troyes va comparaître libre. Placé sous contrôle judiciaire, il clame son innocence depuis 5 ans. À quelques minutes de l'ouverture de son procès, il a rendez-vous chez son avocat, Maître Colomès. Bon, je vous ai dit, aujourd'hui, on va parler de vous, de votre personnalité. Vous avez un petit peu pensé à ce que vous alliez raconter, expliquer ouais, votre vie. Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça? Bah là, aujourd'hui, je veux que cette histoire se termine. Je veux retrouver une vie normale. Je veux plus du tout entendre parler de cette histoire. J'en peux vraiment plus. Ça fait 5 ans que je supporte. Ça fait 5 ans aussi que j'en peux plus. J'y pense en dormant, j'y pense en me levant, j'y pense pendant que je prends ma douche, pendant que je mange. J'y pense à tous les moments. Cet homme risque 15 ans de prison. Il aurait forcé une femme à lui faire une fellation. Pénalement, il s'agit d'un viol, un crime jugé en cour d'assises. Un viol selon la plaignante, une jeune femme de 37 ans. Un rapport sexuel consenti selon l'accusé. Face aux jurés, les deux parties vont devoir s'expliquer et tenter de les convaincre. Dans la salle d'audience, Maître Mosser, l'avocat de la plaignante, lui donne ses derniers conseils. Si on vous demande ce que vous attendez, qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Vous me répondez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'il soit condamné et que les faits soient reconnus, c'est tout. Voilà, c'est très bien, c'est très simple, c'est très bien. En ce moment, c'est dur, quoi. Franchement, vous verrez. La plupart des victimes le disent vraiment. Quand c'est passé, que c'est fouiller un soulagement, il y a enfin un peu penser à autre chose, passer à autre chose, vraiment. Pas être dans l'attente comme vous l'êtes depuis 5 ans. C'est très très long. Je me considère comme une salope, quoi. Ah, dites pas ça. Dites surtout pas une chose pareille. C'est l'impression que vous sentiez ça, bien sûr, mais non, mais le restant, non. Ce mot-là, je veux pas l'entendre. C'est pas du tout ça. C'est après, on se sent comme ça. Oui, mais c'est pas du tout ça. Non, dites pas ça. C'est les jurés, ne vous inquiétez pas, c'est les jurés. Ces citoyens qui s'apprêtent à juger pour la première fois ont 48 heures pour relever un défi à la fois personnel et collectif. Devoir se forger une intime conviction basée sur les interventions des acteurs du procès. Sofian Saboulard est l'avocat général. Ce jeune magistrat de 27 ans est sous pression. Il appréhende ce procès.
Convaincu de la culpabilité de l'accusé, c'est lui qui a proposé au juge d'instruction de renvoyer l'affaire devant les assises. Aujourd'hui, il redoute un acquittement. Ce sont des faits qui sont par nature des faits de délinquance sexuelle compliqués lorsque l'accusé ne reconnaît pas. Parce que c'est des faits où souvent on n'a pas de témoins visuels et donc il faut peser le degré de crédibilité des déclarations de la victime, les variations dans les déclarations de l'accusé. C'est ça qui emporte la conviction. Tout le monde est là? Gilles Latapie est président de cour d'assises depuis plus de 10 ans. C'est lui qui va mener les débats. Bon, on va y aller alors. Dans la salle d'audience, c'est le premier face-à-face depuis 5 ans entre la plaignante et l'accusé. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Bien, nous allons donc maintenant commencer cette audience criminelle. Bien, alors monsieur, je vais maintenant procéder au tirage au sort du nom de 6 jurés chargés de vous juger et de 2 jurés supplémentaires. Comme dans tout procès d'assises, l'audience commence par un tirage au sort des jurés. Parmi les 35 jurés présents dans la salle, 8 seulement siégeront aux côtés du président. Seul l'avocat général et la défense peuvent s'opposer à la participation de certains jurés dans ce procès. Pour se faire une opinion, ils ont le nom, la profession, l'âge des jurés et tout se joue en quelques secondes. Dans ce genre d'affaires, le choix des jurés reste déterminant. Récusé. Vous êtes récusé, monsieur, par la défense. Juré numéro 10, monsieur Francis. Récusé. Vous êtes récusé, monsieur, par la défense. Juré numéro 8, madame Véronique Haré. Il semblerait que les femmes, en tout cas, lorsqu'elles sont tirées au sort, aient tendance, alors vous savez, il faut savoir se méfier des rumeurs, mais ont tendance effectivement à être plus magnanimes vis-à-vis de l'auteur d'un viol qu'un homme. Juré numéro 15, madame Virginie. Quand on m'a appelée, j'étais persuadée d'être récusée. Au début, je pensais pas que pour les histoires de viol, les jurés hommes étaient plus durs que les femmes. Pour moi, c'était évidemment l'inverse. Et j'ai été vraiment surprise de voir la réaction des hommes. Et c'est peut-être après pour ça que j'ai compris que finalement, je n'avais pas été récusée. Je pense que les hommes jurés sont plus intolérants que les femmes, je le pense, oui. Ils sont plus déterminés. Pour eux, c'était catégorique. C'était grave, très grave pour les femmes aussi, mais peut-être qu'elles réfléchissaient plus, elles trouvaient peut-être des circonstances atténuantes, alors que les hommes, c'était vraiment catégorique. Juré numéro 14, monsieur Jackie Raufenot. Récusé. Récusé. Ministère public en premier. Donc c'est pour le ministère public, cette récusation. C'est la première fois que je récuse des jurés. Je ne le fais pas habituellement. J'estime que souvent on a des stéréotypes qui sont faux. Mais comme je sais que j'ai un avocat en défense qui est offensif, je voulais immédiatement montrer que j'étais là, que j'étais présent. Alors, mesdames et messieurs les jurés, veuillez vous lever, s'il vous plaît. 8 jurés ont été désignés, 4 femmes et 4 hommes. Pendant toute la durée du procès, ils siégeront à côté du président et de ses 2 assesseurs face à la plaignante, l'accusé et toutes les personnes qui assistent à l'audience. Avant l'ouverture des débats, le juge leur rappelle leur devoir de jurer. De vous rappeler que l'accusé est présumé innocent, que le doute doit lui profiter. De vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme propre et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. Au début de chaque procès, à l'ouverture des débats, le président résume les faits. Face à l'accusé et la plaignante, les jurés découvrent la complexité de l'affaire.
Quand on écoute tout ça, les récits de toutes ces choses-là, ça fait réfléchir, quoi. Il y a des mots crus, il y a eu des scènes crues et c'est pas forcément très agréable à entendre. Ça, c'est pas simple. Là, ça perturbe un peu quand même. Oui, ça m'a fait peur parce que, je me suis dit oui que ça aurait pu m'arriver, ça aurait pu arriver à n'importe qui. D'entrée de jeu, j'ai toujours eu l'impression, j'étais toujours pour la victime. Je me suis jamais posé la question au début si c'était elle qui mentait ou l'autre. D'un ton neutre, le président énonce les faits. Ce matin de février 2007, la plaignante part travailler à 5h30. Elle croise l'accusé, une connaissance du quartier. Ils discutent pendant près de 45 minutes, puis se dirigent jusqu'à l'entrée d'un parking. Elle le masturbe et lui fait une fellation. 2 jours après, la jeune femme porte plainte pour viol. L'accusée, de son côté, répond qu'elle était consentante. Première suspension d'audience, l'occasion pour les jurés de se réunir pour la première fois. Vous pouvez laisser vous. Bien, alors voilà, bonjour à tous. Bon, voilà. Bon, alors, qu'est-ce que vous racontez? Bon, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant, alors, particulièrement? C'est impressionnant, c'est surtout quand on voit l'accusé. C'est quand même des grands gaillards, quand même. Quand il est arrivé derrière moi, j'ai dit oh, quel colosse. Alors j'imagine la victime petite par rapport à un colosse comme ça. Bon, il impressionnait déjà. Mais surtout qu'il arrivait d'un seul coup, je ne l'avais pas vu. Bon, ça va être le rapport entre la parole de l'un et la parole de l'autre. Justement, savoir lequel dit la vérité, s'il n'en profite pas pour... voilà. Et ce seront les débats qui vont nous le dire par la suite. Voilà. Et c'est beaucoup de viols, des meurtres. Enfin, comment? Je dis c'est beaucoup de viols, je veux dire des meurtres. En même temps, on est une petite ville, hein, je suis d'accord. Hein, mais meurtre, il n'y a pas. Il y en a aussi. Mais, mais même dans les journaux, on n'en voit pas tant que ça. On n'en voit pas tant que ça. Non, mais vous avez raison, le quotidien de la cour d'assises, c'est quand même déjà au moins 70%, c'est des faits de nature sexuelle, quoi. C'est viol. Ça, c'est large. Enfin, c'est quelque chose. Oui, c'est vrai que c'est cour de cette Moi, je pensais même pas que c'était de l'assise, déjà, tout ce qui était viol. C'est un crime. C'est un crime. Hein. Oui. Ce qu'on a le plus fréquemment, c'est quand même le viol. C'est clair. Maître Colomès, l'avocat de la défense, profite pour sa part de cette suspension pour donner quelques consignes à son client. Vous êtes le plus naturel possible. Hein. Ça, c'est vraiment essentiel. D'ici la fin de la matinée, vous pourrez vous faire une idée de... Non, c'est trop tôt. Ce soir, on y verra déjà plus clair. Clairement, dans votre dossier, il faut aller à l'essentiel. On n'est pas là pour noyer le poisson, monsieur. Hein? Oui. On est là pour dire les choses telles qu'elles se sont déroulées. Comme vous l'avez dit, quand vous avez été en garde à vue, la première chose que vous dites, on vous dit, elle vous reproche ceci, vous dites, oui, j'ai eu une relation... Enfin, que s'est-il passé? Vous dites, j'ai eu une relation sexuelle avec cette fille. Je veux dire, voilà, vous n'êtes pas dans une situation où pendant... des heures, voire des jours, vous dites non, il ne s'est rien passé, pas du tout, je la connais pas, je l'ai jamais vue, ou on a simplement discuté. Vous dites, j'ai une relation sexuelle avec cette fille, point barre. Et ben voilà, on va à l'essentiel. Bon, on va y retourner, hein. D'accord ? Dans cette affaire, pas de preuves, pas de témoins visuels. Une difficulté de plus pour l'avocat général qui vise la condamnation d'un accusé qui comparaît libre. Je comprends que dans l'esprit d'un juré, le fait de voir un homme libre, se présenter libre à une cour d'assises, peut avoir une incidence. Lorsque vous comparaissez détenu pour un juré, il y a peut-être dans l'esprit une problématique de pré-peine. Donc voilà, il est plus difficile pour le magistrat du parquet de convaincre de la culpabilité d'un homme qui comparaît libre. Tu peux y aller ? Allez, on y va. Vous connaissez, c'est magnifique. Vous avez fait ça toute votre vie. Le président appelle maintenant l'accusé à la barre pour lui poser des questions sur sa vie, sur sa personnalité. Un premier face-à-face des jurés avec l'accusé. J'ai eu peur parce que on est
On est face à face, hein, donc nous, en tant que jurés, on n'est pas là à visage caché, donc on peut nous voir, la famille peut nous voir aussi, et on peut effectivement penser qu'on peut être victime aussi de représailles. Même si c'est rare, hein, mais ça peut arriver. Devant les assises de Troyes, le jeune homme répond clairement à tout ce qu'on lui demande. Il raconte qu'il est issu d'une famille nombreuse et aimante. À 25 ans, il vit encore chez sa mère et enchaîne les petits boulots. La plaignante, l'accusé, explique qu'il la connaît de vue et précise qu'il y a toujours eu un jeu de séduction entre eux. Il ne comprend vraiment pas ce qu'il fait dans cette salle d'audience. Je peux pas regarder, de le voir, d'entendre, je peux pas. Je peux pas. Ça fait mal. Ça va aller. On va sortir un petit peu, d'accord, hein? On va prendre un petit café, quelque chose. C'est un moment difficile pour votre cliente. Très difficile, elle attend depuis 5 ans ce procès. Donc c'est une très très longue attente, avec un parcours du combattant. Pour les victimes, quoi qu'on en dise, on dit que ça s'améliore, mais pour elle, c'était très difficile, très très long. Et là, le fait de le revoir, c'est la première fois qu'elle le revoit, donc elle essaye de ne pas le regarder, mais elle l'entend, il est là, et pour elle, c'est toutes les émotions qui reviennent, hein, et donc c'est très difficile pour elle. Bien, bien. Alors, tout d'un coup, le grand silence s'est instauré. Des voix s'exprimer, quoi. On en prend plein la vue, quoi. D'un seul coup, on est là, ça fait bizarre. Et puis bon, c'est vrai qu'il n'emmène pas l'eau, quoi. Il est là, il essaie de se défendre comme il peut. C'est pas facile. C'est pas facile comme situation. Ben voilà, bien sûr. Oui. Il fait ce qu'il peut avec ses mots, quoi. Mais bon, oui, bien sûr. On sait bien que ce n'est pas facile d'être en face de notre assemblée, là. C'est très impressionnant, hein, pour tout le monde. Hein. Vous savez, dans chaque dossier, il y a en tout cas beaucoup d'émotions. Des deux côtés, d'ailleurs, hein, parce que bon, c'est très grave aussi d'être accusé de ça, et c'est très difficile de venir et donc d'être obligé de parler de choses extrêmement quand même personnelles, parce que là, on va rentrer... ce qu'on va entendre là maintenant, à la reprise, on va essayer d'entendre cette dame, puisqu'on n'a pas encore entendu le son de sa voix pour... ça risque d'être difficile, parce que on voyait déjà ce matin, extrêmement tendue. Pas le regarder, elle est cachée en permanence. On sent qu'elle est dans une situation très, très délicate, voilà, cette personne. Je pense que le fait qu'elle a la tête baissée en permanence, qu'elle ait beaucoup de mal à affronter le regard de toute façon de l'auteur, peut des fois être mal interprété et pourrait peut-être être mal vécue par les jurés, mal interprétée et ne pas la servir. Maintenant, elle est comme ça. Alors l'audience est reprise, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. C'est au tour de la jeune femme de venir témoigner à la barre. Elle aussi revient sur sa vie et finit par sa version des faits, le viol qu'elle dit avoir subi. Ça, on ne le vit pas spécialement bien. Hein. On pense surtout à elle qui a déjà été traumatisée une fois et qui encore aujourd'hui on remet ça devant tout le monde, quoi. Ça fait parce qu'il y avait quand même du monde, quoi. Et ça doit pas être facile à vivre pour elle et c'est pas facile à vivre pour nous non plus. Ça c'est pas le meilleur souvenir, quoi. Je trouve ça très courageux de supporter un procès pour viol, surtout de le revivre et puis d'être jugé, parce que finalement elles sont jugées, puisque on ne sait pas, on se pose des questions et forcément on va regarder les deux et on va se poser des questions sur elles comme sur l'autre. Mais ce qui est important, c'est d'entendre sa version. Après,
Que je sois convaincue ou pas, ça c'est la conviction ne se fait pas dès les premières paroles. Devant les jurés, la plaignante se dévoile. Une mère maltraitante, une adolescence douloureuse, des anciens compagnons violents. Elle confie avoir eu du mal à prendre sa vie en main. Puis, fébrile, cette mère de 4 enfants raconte en larmes ce qu'il s'est passé selon elle ce matin de février 2007. À 5h30, en partant au travail, elle croise l'accusé, qui durant 45 minutes, alcoolisé, les yeux exorbités, tient des propos obscènes et la menace. Il exerce un chantage, affirme que si elle refuse de lui faire une fellation, il irait colporter à son mari les pires rumeurs. L'accusé l'emmène alors jusqu'à l'entrée d'un parking souterrain en la tenant par le cou. Tétanisée par la peur, elle dit avoir été incapable de réagir. Il y a une tension parce que les jurés sont parfaitement conscients très rapidement qu'ils se trouvent en face de 2 paroles qui sont totalement opposées et qu'ils comprennent bien que nous allons avoir une décision à prendre. On laisse les choses suivre leur cours. Hein? D'accord? Non. Vous savez, c'est la politique des petits pas. D'accord? Voilà. Non, il y a des impressions qui sont données de part et d'autre. On va en parler, on va en discuter. Ça dure 2 jours, hein? OK. « 13h, pause déjeuner. À 50 mètres du palais, la plaignante a trouvé refuge dans une brasserie. Submergée par la honte, elle n'a pas souhaité que son mari l'accompagne au procès. Son seul soutien, c'est Karen, sa meilleure amie, sa seule confidente qui est à ses côtés depuis 5 ans. Pourquoi il y a autant de filles qui portent pas plainte? Pourquoi il y en a? Ben voilà. Et du coup, elles abandonnent avant la fin parce qu'il faut prouver tellement que tu l'as pas souhaité. Que non. De toute façon, je vous dis, je vais être reconnue comme statut de victime. J'ai pas fait ça pour l'argent. Mais pour ça, il faut aller porter plainte. Alors, c'est le début du truc, c'est obligatoire. J'ai perdu tant de temps, mais ben oui. On peut jamais se dire que c'est gagné d'avance. C'est un tribunal. Tout peut arriver. Parce que oui, ça peut arriver qu'on ne le reconnaisse pas criminel. Et ça sera pas la... Si c'était le cas, ça sera pas la fin du monde. Mais demain, c'est fini. Demain, terminé. 14h15, retour au palais de justice. Dans la salle d'audience, l'accusé, seul, attend la reprise des débats. Non, c'est... Le cœur, il bat à 300 à l'heure, on sait pas. Demain, ça se trouve, je suis sous les barreaux. On sait même pas. C'est difficile à vivre. L'audience est reprise. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. L'avocat général a convoqué des témoins pour l'accusé et pour la plaignante. Les témoins favorables à la jeune femme décrivent une femme courageuse, honnête et travailleuse. Puis c'est au tour d'Audrey, une jeune femme de 30 ans. La voix tremblante, elle affirme elle aussi avoir été victime de l'accusé, il y a plus de 5 ans. Elle aurait subi des attouchements, il l'aurait harcelée, lui aurait fait du chantage pour lui caresser les seins. Je pense que cette audition de cette seconde victime a pu en tout cas déstabiliser Maître Colomès et participer à l'accusation. Mais ça, on le verra demain soir. Avant qu'Audrey ne parte, Maître Mosser, l'avocate de la partie civile, décide d'expliquer à cette jeune femme qu'elle peut donner plus de force à sa parole de victime. Aujourd'hui, si vous souhaitez ne pas être simplement témoin, mais vous constituez partie civile, vous avez la possibilité. Ça veut dire qu'on reconnaît vraiment officiellement votre statut de victime. Donc si vous lui en voulez toujours, il faut le faire, hein, d'accord? Mais c'est important, hein, vous êtes une victime en plus, il n'y a pas qu'une victime, il y a plusieurs dans le dossier. À votre place, je le ferai. Parce que c'est important pour vous, je pense aussi, psychologiquement.
vous soyez aussi pas que témoin dans cette affaire aujourd'hui, parce qu'il est convoqué aujourd'hui aussi pour vous, pour être condamné pour ce qu'il vous a fait. Audrey décide de se constituer partie civile, ce qui lui permet de s'associer à l'accusation. Pour la défense, c'est un coup dur. Moi, j'ai du mal à concevoir que ce soit quelque chose de spontané, quelqu'un qui est témoin et qui se constitue partie civile. Comme ça, après 5 ans, brutalement, on est devant ces juges et j'ai du mal à ne pas concevoir que la personne, en se constituant partie civile, ne vienne pas non seulement pour qu'on lui reconnaisse le statut de victime, mais peut-être et avant tout pour aller et venir quémander quelques dommages et intérêts. Voilà, c'est comme ça que je le perçois. De leur côté, les jurés s'interrogent sur l'attitude des 2 jeunes femmes. Ne serait-ce que leur position physique, voilà. D'effacement. Oui, c'était très parlant. Oui. Comment dire, enfin, comme si elles avaient tout le poids du monde, quoi, je veux dire, de la misère du monde sur les épaules. Ouais. Même à se demander si la deuxième personne, en fait, elle n'a pas subi plus, quoi. L'état de psychologique qu'elle avait. Se demander vraiment si il n'y avait pas autre chose, si elle cachait pas quelque chose, quoi. Sous pression après ce témoignage, l'accusé est à bout. Vous savez, si vous avez envie de craquer, même devant la cour d'assises, on va pas vous le reprocher. Hein? Ok? D'accord? Je me sens pas bien du tout, je vous dis la vérité. Ça fait 5 ans que je me sens pas bien du tout, de toute façon. C'est quand vous attendez 5 ans pour savoir ce qui va se passer. Vous pouvez pas vous sentir bien. J'en peux plus, moi. Faut laisser faire le cours des choses, là, maintenant. Ok? Et dehors. Oui. Dès que son avocat il pleurait, là il a transféré. Je pense qu'il a. J'espère au moins. De toute façon, demain, il faut quand même qu'il soit entendu parce que pour l'instant, mis à part parler de sa vie ce matin, il n'a pas encore évoqué les faits. Il va falloir qu'il s'explique quand même, non? Il est là pour ça, hein. Bien, mesdames, messieurs, alors donc, voilà, bonne soirée, bon retour et faites attention sur les routes. Merci. Merci. Au revoir. À demain. Ce sont des gens qui sortent de la vie réelle. Lundi matin, ils étaient encore avec leurs illusions et puis brutalement, ils sont plongés dans un monde qui leur est étranger, qu'ils ne connaissent pas. Et c'est une plongée en apnée, ils n'ont pas le temps de respirer, extrêmement brutale. Ça, moi, j'en suis parfaitement conscient. J'étais assez stressée le soir en rentrant, surtout que ça se finissait tard et ça reprenait tôt. Et on y pense, on y réfléchit, on ne veut pas se tromper. Donc c'est vrai que on n'est pas serein. « 8 heures du matin. Cette journée est déterminante pour Maître Colomès. Ce soir, les jurés vont prendre leur décision, condamner ou acquitter son client. Convaincu de sa bonne foi, Maître Colomès se rend sur les lieux où les faits se sont déroulés il y a 5 ans. Son objectif ? Essayer de comprendre ce qu'il s'est passé pendant 1 heure entre son client et la plaignante. Voilà le lieu où les faits se seraient déroulés. Tout simplement en bas de cette pente. Elle est censée aller à son travail, mais finalement, apparemment, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de précipitation. Et bien au contraire, eh bien, elle parle, elle dialogue. Et pour lui, il le perçoit probablement comme un début de séduction. Il a peu ou pas de relation avec les femmes. Et il se passe quelque chose dans sa tête. J'ai du mal à penser que, en partant de ce jeu de la séduction, soudainement, brutalement, on passe à un jeu plus violent
Elle a la possibilité de partir à tout moment. Elle va travailler, je veux dire, voilà. Quel est le poids de la contrainte à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu seulement contrainte, mais quel est le poids de la contrainte? À supposer que cette contrainte soit établie. L'avocat n'hésite pas à avancer une autre hypothèse. Une hypothèse qui remet en cause la bonne foi de la jeune femme. Et si c'était tout simplement la culpabilité? Tout simplement. La culpabilité d'une femme qui a eu une relation sexuelle avec un homme, librement consenti, qui vit sous la dépendance de son mari et qui n'ose pas lui avouer. Et qui va être chargée toute la journée de culpabilité au point de se dire « je vais transformer, travestir cette histoire banale et peu romantique en quelque chose de beaucoup plus sordide encore. Et peu importe si je dois sacrifier quelqu'un. » Pour ce dernier jour du procès, l'escorte policière se met en place au palais de justice. En cas de condamnation, l'accusé devra être transféré immédiatement à la maison d'arrêt. C'est de ce matin. Alors, un Troyen de 25 ans est accusé d'avoir violé à Troyes une jeune femme alors qu'elle allait travailler à pied. Verdict ce soir. C'est exactement ce que vous avez dit, ça. Voilà, quand il vous aborde, qu'il vous parle aussitôt de votre compagnon, qu'il vous menace, qu'il vous tient des propos, je dirais, limite obscènes, qui vous fait peur, tout simplement. Vous le savez, il est du quartier. Défilé aussi. Oui, pour vous, c'est difficile. Ouais. C'est relater ma vie ou voilà quoi, c'est... On ne sait pas que c'est vous. Je vais sortir. Je crois que c'est ce qui la baisse le plus. Elle pensait pas qu'on serait obligé d'étaler toute sa vie comme ça. Pour 1h30 de sa vie, à 5h30 le matin, on a l'impression que c'est elle qu'on juge. De toute façon, pour les victimes de viol, c'est toujours comme ça. Je veux dire, il faut qu'elle justifie de son truc, quoi. Et ça, elle comprend pas. Elle comprend pas d'être obligée de se justifier à longueur de temps pour dire non, c'est bien arrivé, quoi. De son côté, Maître Colomès a tenu à voir son client dans son bureau avant la reprise des débats. Bon, eh ben, on va y aller. Au cas où, quelqu'un a préparé un sac pour vous? Je vais prévenir. Vous avez prévenu? Au fond de vous, vous le gardez dans un coin quand même de votre tête. Hein? Il faut savoir envisager les choses. Il faut savoir envisager le pire. D'accord? D'accord. Hein? Non, on n'a pas le choix, de toute façon. Non. Vous n'êtes pas fuyant? Non. Ok? Hein? Aujourd'hui, vous vous exprimez comme vous vous exprimez hier. De la même façon. Bonjour. Vous êtes tous arrivés? Bonjour. Pas encore? Bonjour. Non. Il est combien? 2, 4, 6. Alors? Ça va? Ça va. Moi, hier soir, je t'ai vidé. Ah, c'est très dur de... Oui, on est vidé. Ah, moi, je t'ai vidé. Ah oui, comme ça, c'est vrai que c'est dur. Avec ce qu'on entend là. Ce qu'on entend là, c'est... Oui, c'est toujours pénible. difficile. D'ailleurs, moi, je trouve que dans le journal, je trouve qu'ils prennent parti. Après, normalement, ils n'ont pas trop le droit de ça. Ça fait quand même une bonne expérience, parce qu'on lit le journal, on a une opinion, et là, on est vraiment sur le terrain, Vous en avez une autre? Une autre. Éventuellement, ou... Oui. En tout cas, non, enfin, ni pour l'un ni pour l'autre, mais je veux dire, on connaît tous les faits, on a accès à tous les dossiers. Voilà. C'est pour ça que quand tu lis le journal après, tu vas te dire, mais il a pris que ça, vu ce qui a été dit. Oui. C'est On après se dit que l'on toujours dit, qu'ils prennent pas assez. voilà. Il faut vraiment être dans le bain. Sur les articles, sur les affaires, c'est connaître. C'est la reprise. Il va falloir muscler son jeu. Voilà, c'est le terme. Il va falloir passer à l'offensive si on va avoir une chance de démontrer ce que je veux démontrer, en l'occurrence la culpabilité. Voilà. Je crois qu'il y a un certain nombre d'experts là qui vont être entendus et les expertises sont déterminantes dans ce dossier. Voilà. Là, on a un regard objectif d'experts. Donc ça, c'est déterminant. L'audience est reprise. Bonjour à tous. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Les experts, psychiatres et psychologues se succèdent pour décrire les personnalités de la plaignante et de l'accusé.
Dans un procès pour viol, sans preuve médicale, sans témoin visuel, l'audition de ces experts peut être déterminante pour des jurés qui doivent se forger une intime conviction. Le rôle des experts est très important. Enfin, il est essentiel même. Il faut bien se raccrocher à quelque chose, parce que, puisque à chaque fois, c'est pas vrai, elle était consentante. À un moment donné, On peut pas comprendre un viol, mais au moins juste avoir une idée de la personnalité de l'accusé. Ça peut expliquer certains comportements. Les experts décrivent l'accusé comme un être froid et immature qui n'a pas conscience des choses. Concernant la plaignante, les experts la présentent comme une femme craintive, ayant subi un traumatisme pouvant peut-être résulter d'un viol. Moi, je dirais que le plus important dans les témoignages, ce sont les experts, parce qu'ils ont quand même le côté professionnel, la crédibilité liée à leur profession. Je veux dire, un psychiatre est un médecin à la base, quand même. Hein. J'aurais presque une autre analyse. J'ai le sentiment que dans le monde judiciaire actuel, on a tendance à considérer que la parole des experts est une parole d'or, qu'elle est et elle doit être suivie quoi qu'il arrive. J'ai de sérieux doutes. Moi, je pars du principe que confier la justice à des experts peut s'avérer parfois extrêmement dangereux. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces deux experts qui sont venus? Le premier, j'ai compris, parce qu'il parlait normalement avec nos mots, enfin les mots de tous les jours. Le deuxième, un petit peu moins quand même, parce qu'il parlait, il avait ses propos d'expert. Vous avez l'habitude, donc nous un petit peu moins. On des termes qu'il connaît, je veux dire, Voilà, mais nous, un peu... Pas suffisamment à à notre niveau, quoi, je veux dire. Votre niveau par rapport au vocabulaire. Oui. C'est ça. Est-ce qu'on va entendre l'accusé? Ah ben on va bien l'entendre, oui, aujourd'hui. Oui. Ah bah non, mais oui. comme on l'a entendu une première fois, mais là, on va l'entendre, effectivement, on va l'entendre sur les faits, parce que là, il n'a pas pu s'expliquer pour l'instant complètement. Il s'est expliqué sur des points, sur un certain nombre de points, mais pas sur les faits eux-mêmes. Qu'est-ce que vous allez dire sur ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous allez dire précisément par rapport à... Voilà. Entre le moment où vous lui dites bonjour, elle est d'accord avec ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Justement, bah voilà, on a parlé, je lui ai demandé comment ça allait, où elle allait, ce qu'elle faisait, comment ça allait dans son couple. Elle me disait que ça allait pas fort, justement, avec son mari. Ensuite, on est rentré dans un rapport un peu de drague. Ensuite, je lui ai demandé si elle voulait avoir un rapport. Elle m'a suivi avec son total consentement et sans aucune contrainte de la part. La température, c'est vous qui la faites. D'accord? Vous prenez le temps pour vous exprimer. Vous avez tout le temps devant vous. D'accord? Ok? Bien sûr. Vous fuyez pas les questions. D'accord. Voilà. Même s'ils sont pas agréables, on répond au point par point. Et voilà. Et quand on sait pas, on sait pas. On n'invente pas des histoires. D'accord? C'est pour ça. Hein, je vous dis, soyez vous. C'est vous qui faites le job, là, ce matin. Hein? L'audience est reprise, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. L'accusé est le dernier à être entendu par la cour sur les faits. Au début du procès, avant toute question, toute explication, forcément, j'étais pour la victime. Après, c'est sûr qu'on se pose un peu des questions, on revient un peu en arrière, on hésite beaucoup. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir d'avoir vécu tout le procès pour vraiment se faire une opinion. On change souvent d'avis.
Et bizarrement, pas dans le sens qu'on pense. L'accusé explique qu'il connaît la jeune femme depuis longtemps. Il parle de sourires et de regards échangés lorsqu'ils se croisaient, le début d'une idylle. Le matin des faits, il la rencontre en sortant d'un bar. Ils discutent amicalement, comme à leur habitude. Elle se confie sur ses déboires conjugaux, il la réconforte, et puis les choses se seraient faites naturellement. L'avocat général sort alors de ses gonds et essaie de le pousser dans ses retranchements. Selon lui, la discussion entre l'accusé et la plaignante n'était pas une discussion amicale. On est sur une contrainte morale avec une victime qui a une fragilité structurelle. Et mon travail est de montrer que l'accusé connaissait cette fragilité et qu'il l'a instrumentalisée. Face au juré, l'accusé ne se laisse pas déstabiliser. Il explique qu'il aurait proposé un rapport sexuel à la jeune femme. Elle n'a pas dit non, elle ne l'a pas repoussé. Pour lui, elle était consentante. Vous m'avez impressionné. J'ai vu des bonnes cours d'assises. Alors vous êtes largement au-dessus. Waouh! Il est là ou pas? On a dit pour lui, on va aller là-bas, comme on a fait ce matin. Non, mais ça fait mal, franchement, quand t'entends que t'es consentante, alors que t'as rien demandé, t'allais travailler, C'est pas parce qu'on va faire sourire à quelqu'un qu'on va tout de suite arriver à le draguer, quoi. Je veux dire, à 5h30, je demandais rien, je sortais de chez moi, j'allais juste me rendre à mon travail, j'ai jamais demandé de faire une fellation ou quoi que ce soit à personne, quoi. On est au bout, on est au bout, on est au bout. C'est la fin du truc, Claude. C'est pas maintenant qu'il faut flancher, tu vois. Non, c'est pas maintenant. On est à la fin du machin, ça va, c'est terminé après. Ça va juste être long, ça va être long. Il est arrivé les mains dans les poches, ça allait se faire tranquille, et il sent bien que ça part en sucette. Il est plus si tranquille que ça. Là, il sent que ce soir, c'est dur. C'est dans le camion. Est-ce que vous pensez que j'ai mes chances, mon maître? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai trouvé monsieur l'avocat général très agressif ce matin. Il est compétent, il est clair, mais il est trop agressif. Ça, il y a une certaine nervosité qui s'installe du côté du ministère public, qui est plutôt pas mal, ça. Hein. Il n'y a aucune preuve. C'est ça le pire, c'est qu'il n'y a aucune preuve. Parce qu'on vous montre trop. On n'est pas dans un système à l'américaine, d'accord? Oui, bien sûr. Je vous le rappelle. Voilà. On n'est pas dans un système où on échange preuve contre preuve. Oui. On est dans un système à la française, c'est un système latin. Voilà, on va chercher, si je veux dire, à l'intérieur des jurés, leur intime conviction, ce qu'ils pensent. Oui, quand vous voulez, monsieur le président, il n'y a pas de souci. Je vais plaider la première. Juste là. Ça va être le doigt. D'accord. Ça va aussi vite que ça. Ah oui? Vous allez débarrasser. L'avocate de la partie civile est la première à plaider. Maître Mosser veut faire comprendre au juré pourquoi sa cliente ne s'est pas défendue, pourquoi elle ne s'est pas enfuie, pourquoi elle n'a pas dit non. Elle explique que cette jeune femme maltraitée dans son enfance, battue par ses anciens compagnons, était en état de choc face à cet homme très imposant qui la menaçait. Apeurée, traumatisée, elle a cédé sous la contrainte. En aucun cas, il ne s'agit d'une relation consentie, mais bien d'un viol. Bon, 14h15, hein, on se retrouve. D'accord. Ok, bon. Allez, 1h15 de pause. Ouais. « 1h15 de pause déjeuner. Une pause précieuse pour l'avocat général et l'avocat de la défense qui doivent ajuster leur plaidoirie. Ils jouent leur dernière carte dans ce procès. C'est un type qui s'exprime bien, comme s'il il était dans la peau d'un personnage très torturé par son physique, par son passé, par la mort de son père. Il sait pas faire avec les femmes. Il est maladroit. C'est un gros patapouf. À une femme qu'il rencontre au petit matin et qui lui dit qu'elle n'a pas une vie heureuse,
Eh ben, il va lui proposer une autre vie. Elle a peur. Mais je le conçois qu'elle ait peur. Elle le connaît un peu, ce type. Elle l'a vu. Elle est virtuelle, la vie qu'il propose. Elle va acheter à manger. Je pense qu'il est sincère quand il le propose. Oui, je crois qu'il le pense sincèrement. Elle l'accompagne. Cette peur, elle la verbalisera à aucun moment. Elle l'exprimera à aucun moment. Voilà toute la problématique. Maintenant, qu'est-ce que les jurés peuvent tirer de tout ça? Cette posture qui consiste à essayer de décrédibiliser les victimes, allant même jusqu'à les disqualifier et à tenter de les rendre responsables de ce qu'elles ont subi. Acquitter Samira Ameri serait inévitablement, au vu de sa personnalité, lui délivrer pour le futur un permis de violer. S'il vous plaît, faites votre maximum, maître. Votre... Retour de l'accusé au tribunal pour les dernières heures de son procès. Ne baissez pas la tête pendant la réquisitoire. D'accord. Vous êtes normal. Hein? Très bien. Il doit avoir un comportement le plus neutre possible, comme au moment où je vais plaider. L'audience est reprise. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. L'avocat général explique que l'accusé ne frappe pas au hasard, qu'il choisit ses proies, des femmes fragiles, incapables de lui résister. L'accusé a profité de leur faiblesse pour assouvir ses fantasmes. Si les victimes n'ont pas dit non, c'est qu'elles étaient en état de sidération. L'accusé laisse 2 femmes traumatisées, condamnées à vivre avec ce sentiment de honte, de culpabilité toute leur vie. Il requiert 6 ans de prison. Expliquer à des jurés qu'une victime peut rester 1 heure sidérée parce qu'elle a peur, parce qu'elle est terrorisée, c'est difficile. Et ça ouvre naturellement la voie à la défense. Toute personne a droit à être défendue, mais c'est pas facile non plus. On sent bien qu'il faut qu'ils défendent l'accusé, ils n'ont pas un témoin, bon, etc. J'ai trouvé ça un petit peu rocambolesque à certains moments où, effectivement, il faut un peu... Voilà, c'est du théâtre, c'est un peu de la mise en scène. À cet instant, l'objectif de Maître Colomès est d'installer le doute dans la tête des jurés et de la cour. Selon lui, son client n'a pas eu la sensation de commettre un viol, puisque la plaignante ne l'a pas repoussé, elle s'est laissée faire. Il a mal interprété le comportement de la jeune femme qui ne s'est pas défendue. Maître Colomès demande l'acquittement de son client. Est-ce que j'ai dit les bonnes choses? Est-ce que j'ai fait les bonnes choses? Est-ce que j'ai agi? Est-ce que j'ai été entendu? Je dis pas compris, je n'en demande pas tant, mais au moins entendu. Est-ce que j'ai pu justement créer cet échange avec les jurés? Voilà, c'est la vraie question qui se pose sur le moment. Les débats sont clos. Mesdames et messieurs les jurés, nous allons maintenant nous rendre dans la chambre du Conseil pour délibérer. Nous ne pourrons en sortir qu'après avoir pris notre décision. L'audience criminelle est suspendue. Mesdames et messieurs les jurés, veuillez suivre la cour. Au moment où le président met en place ce délibéré, on sent qu'immédiatement, par rapport aux plaidoiries, il suffit de quelques secondes, et au bout de quelques secondes, ils sont déjà dans un autre monde. Voilà. Ils sont absents. Voilà. Ils sont déjà partis délibérer. Le délibéré est secret. Les jurés sont enfermés dans une salle à l'abri de tous les regards. Ils vont débattre avant de devoir répondre à 2 questions en leur intime conviction. L'accusé est-il coupable? Si oui, quelle sera la peine? On se sent seul, on est seul. Quand on vote, on ne regarde pas ce que fait le voisin. C'est nous qui votons. Et c'est pas aussi simple que ça de juger quelqu'un. Juger des faits, c'est très compliqué. Le plus dur, c'est de déterminer si oui ou non la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés. Je pense que c'est très discuté. Ça l'était au tout début de l'audience et ça l'est encore plus maintenant.
Voilà. Donc je ne sais pas quelle sera la teneur de ce délibéré. Je ne suis pas totalement optimiste, hein, je ne vous le cache pas. Mais oui, je pense qu'ils m'ont... à l'issue de mes réquisitions, ils se sont dit, bon, il y a quand même des éléments, quoi. Il y a quand même des éléments pour entrer en voie de condamnation. Et à l'issue de la plaidoirie en défense, ils se sont dit, ah oui, il y a quand même un peu de doute. Voilà, quel était l'état d'esprit, à mon avis, hein, de la cour d'assises. Et c'est pour ça que je pense que le délibéré va durer un certain nombre de temps. Derrière cette porte gardée par un policier, les jurés tiennent entre leurs mains l'avenir d'une femme et d'un homme. Je peux plus. J'ai pas l'impression qu'on se met à ma place que moi j'ai enduré. Et ça, c'est dur. Tu pourras le dire que tout à l'heure s'il est déclaré non coupable. Ça, tu pourras le dire. Non, ça, tu pourras le dire tout à l'heure. Déclaré non coupable, je te jure, Karen, je me demande si je peux faire appel. Je ferai appel, je lâcherai pas l'affaire. Je peux pas. Tu croyais qu'il allait avouer? Parce que ça, fallait pas y croire. Hein. Jamais ça serait arrivé. N'importe quel con, il va pas dire oui, c'est moi, il risque 6 ans de prison. Il va pas dire oui, je l'ai fait. Non, bah non. Le fait que tu n'aies pas dit non, pour lui, ça veut dire oui. Lui, quand il parle, là, il se croit crédible. C'est ça, un mythomane. Mais maintenant, il faut attendre qu'il délibère. Ouais, j'espère qu'ils ont fait le bon choix. Honnêtement, j'y crois pas trop. Je pense qu'ils vont reconnaître les faits. Et je vais manger. Honnêtement, je pense. Je peux aller en prison dans peut-être 20 minutes. Maître Moser, la cour a délibéré, ça y est, ils vont arriver. Merci. Le délibéré a duré 2 heures. Les parties doivent rejoindre la salle d'audience pour l'énoncé du verdict. Bah, c'est pas dit qu'on ait remporté la conviction de tous les magistrats professionnels aussi. Hein. Donc là, après, c'est foutu. Hein, quand vous avez... C'est bon. Eux seuls connaissent la décision. Quand on est sur voilà, la culpabilité, oui, non. Là, le moment où ils rentrent, là, c'est toujours intense en émotion. Tout de suite, on voit, quand ils rentrent, on voit les comportements. Il y a d'abord la façon de marcher. Tête haute ou tête basse. Je les vois des fois revenir et avoir une tête baissée. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a ce poids de jugement qu'ils viennent de rendre, de se dire, voilà, est-ce qu'ils pensent encore, est-ce que la décision que j'ai prise est la bonne? Il y a la façon de regarder ou de ne pas regarder. Voilà, ça, c'est peut-être l'aspect le plus important. Quand vous voyez qu'ils font tout pour ne pas vous voir, pour ne pas vous regarder, c'est que c'est pas très bon. Bien, alors levez-vous, s'il vous plaît. Alors voici la réponse aux questions posées, l'arrêt délibéré en commun. Alors aux questions posées à la Cour et au jury, la réponse est oui à la majorité de 6 voix ou moins. En répondant oui, les jurés ont reconnu l'accusé coupable. La Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré ensemble et voté conformément à la loi par décision acquise à la majorité absolue, condamne Samir à la peine de 6 ans d'emprisonnement. Vous disposez maintenant d'un délai de 10 jours pour faire appel de cette décision. Passé ce délai, vous n'y seriez plus recevable. L'audience criminelle est levée. Oui, il n'y a pas de souci.
Les jurés ont suivi le réquisitoire de l'avocat général. Ils condamnent l'accusé à 6 ans de prison et à 15 000 € de dommages et intérêts qu'il devra verser à la victime. Voilà, vous êtes reconnu comme victime. Il est condamné. Merci. Soulagé? Oui. Un point en moins. Un point en moins. Hein? Merci. Ça fait du bien. Lorsque vous avez une victime qui se retourne vers vous, qui vous dit merci, voilà, on sait pourquoi on fait ce métier. Donc, je ne me satisfais pas de priver de sa liberté le condamné. Mais je dois dire, de voir une victime qui a été reconnue dans sa souffrance et de voir qu'on a été suivi dans ses réquisitions, c'est un soulagement quand on sait que le dossier a été âprement débattu. Est-ce que là, je pars direct en détention, que j'ai un temps de préparation Vous partez tout de suite. C'est la règle. Je vous en avais parlé, je vous avais prévenu, je vous avais dit, si vous partez en détention, vous partez ce soir. D'accord? Maintenant, ça signifie clairement que vous pouvez être libéré au bout de 3 ans. D'accord. Voilà. L'appel, ça peut être bon ou mauvais. Ça peut être risqué. Voilà, je ne vais pas vous dire autre chose, c'est quelque chose qui est risqué. Jugé coupable, le condamné ne fera pas appel. Le jugement est donc définitif. 2 jours de procès d'assises, 2 jours qui ont fait basculer le destin d'une femme et d'un homme. Pour les jurés, c'est maintenant le moment de se séparer. Chacun va reprendre le cours de sa vie. Mais la plupart de ces citoyens ordinaires n'oublieront jamais cette expérience. Avant d'être juré, on était une personne et je pense qu'une fois qu'on a vécu cette expérience, on voit les choses différemment. On peut pas rester insensible par rapport à tout ça. C'est pas possible. Et on a envoyé des personnes en prison et oui, ça change des choses. C'est toujours présent, c'est quelque chose qu'on peut pas oublier.